RFI, les minuit et demi à Paris et à Pretoria, 2 heures de moins en temps universel. Et tout de suite, c'est Afrique Soir avec Catherine Zemmouri. Bonsoir Catherine. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. À la une de cette troisième et dernière édition d'Afrique Soir, fermeture des bureaux de vote en Afrique du Sud. Le scrutin municipal qui s'est déroulé aujourd'hui a une valeur de test pour l'ANC. Selon les projections, le parti historique pourrait perdre 3 villes, dont la capitale Pretoria. Il s'agirait d'un véritable revers pour l'ANC. La Tunisie a un nouveau Premier ministre, Youssef Chahed, 40 ans, ingénieur agronome de formation. Il a 30 jours pour former un gouvernement d'union nationale. Il a déjà assuré qu'il ferait de la lutte contre le terrorisme, la corruption et le chômage ses priorités. Les frappes aériennes américaines se poursuivent dans la ville de Sirte en Libye, où les troupes libyennes tentent toujours de déloger les islamistes extrémistes de l'État islamique qui ont fait de cette ville leur fief dans le pays. Enfin, RFI l'attendait, la reprise du procès d'Ahmed Abba devant le tribunal militaire de Yaoundé au Cameroun. Notre correspondant en langue haoussa est poursuivi notamment pour complicité d'actes de terrorisme. L'accusation toutefois n'a pas pu présenter la liste de ses témoins. À suivre aussi dans cette édition la page des sports avec Thomas de Saint-Léger qui nous rejoindra en fin d'édition pour nous parler entre autres des Jeux Olympiques de Rio et des tout premiers matchs de foot qui se sont joués avant l'ouverture officielle. La Suède a battu notamment l'Afrique du Sud 1-0 chez les femmes par exemple. Nous reviendrons aussi avec l'invité d'Afrique Soir sur la demande officielle adressée à la France par le Bénin, demande de restitution d'œuvres d'art acquises lors de la colonisation. Bonsoir, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Et puis avant de développer ces titres en fin d'après-midi, suite à un incident technique chez l'un de nos fournisseurs de services satellites, la diffusion de Radio France Internationale a été coupée sur l'ensemble de notre réseau FM, à l'exception de Paris. Vous l'avez d'ailleurs peut-être constaté, un incident qui a duré près d'une demi-heure. Nous vous présentons bien évidemment toutes nos excuses pour cette panne exceptionnelle et indépendante de notre volonté. Les Sud-Africains votaient mercredi pour des élections municipales aux allures de test pour l'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin du régime de l'apartheid en 1994. D'après les projections, le parti historique pourrait faire face à une situation inédite et enregistrer un recul dans les urnes. Résultat, l'ANC pourrait perdre 3 grandes villes et non des moindres, Coralie Pierret. Pretoria, la capitale administrative, Johannesburg, le hub économique et surtout Port-Elizabeth, la cité industrielle, pourraient basculer côté opposition. Une défaite qui serait symbolique pour l'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, car l'ANC est aujourd'hui en difficulté principalement à cause des scandales de corruption et des mauvaises performances de l'économie sud-africaine. Selon les sondages, la mouvance du parti de Jacob Zuma est concurrencée par le parti EFF et surtout par l'Alliance démocratique, la deuxième force politique du pays qui gouverne déjà le Cap, la capitale parlementaire. Peu de chance pourtant que ces deux formations politiques remportent la majorité absolue séparément, mais ils pourraient envisager de co-gérer quelques municipalités. Pour l'heure, les bureaux de vote sont fermés et la journée semble s'être passée dans le calme. D'ailleurs, avant le scrutin, les autorités annonçaient avoir renforcé le dispositif militaire et policier, car ce mercredi, un record 26 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour renouveler le mandat des maires et des conseillers municipaux. Le pays attend désormais les premières estimations. Les résultats dans les grandes villes devraient être connus jeudi. Une plainte pour torture a été déposée aux États-Unis contre 2 responsables politiques congolais. L'auteur de la plainte n'est autre que Daryl Lewis, l'ex-conseiller en sécurité de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle en RDC. Il affirme avoir subi de mauvais traitements durant sa détention il y a quelques mois au Congo. Le Burundi ne veut pas de policiers de l'ONU sur son territoire. Le gouvernement rejette officiellement la résolution adoptée vendredi par le Conseil de sécurité. Elle prévoyait le déploiement de 228 policiers onusiens pendant au moins 1 an pour tenter de limiter les violences politiques qui prévalent dans le pays. Au Cameroun, réouverture ce matin au tribunal militaire de Yaoundé du procès du correspondant en langue haoussa de Radio France Internationale, Ahmed Abba. Ahmed, qui est incarcéré depuis 1 an, est poursuivi pour complicité d'actes de terrorisme et non dénonciation d'actes de terrorisme. Fait notable, l'accusation n'a pu produire la liste de ses témoins, Polycarte et Somba.
Ils étaient annoncés tels des épouvantails par l'accusation. Les 5 témoins censés confondre Ahmed Abba depuis 6 mois et 4 audiences et autant de renvois, leur ombre a plané dans la salle d'audience du tribunal militaire de Yaoundé. Finalement, l'accusation va devoir faire sang. Le commissaire du gouvernement, hier en ouverture du procès, a admis être dans l'impossibilité de communiquer les noms des témoins attendus. Il a néanmoins avancé le nom d'un expert en cybercriminalité, Dr Ben Bidjoka. Il devrait être de la prochaine audience. À défaut des témoins, l'accusation a exploité les procès-verbaux des dépositions faites lors de l'enquête préliminaire. Parmi ces documents transmis au tribunal, des transcriptions de données d'échanges téléphoniques entre Ahmed Abba et des gens présentés comme appartenant à Boko Haram. Les avocats du correspondant de RFI ont contesté l'authenticité de ce document de transcription en s'appuyant sur le fait que c'était une photocopie. L'argument a été retenu par le tribunal qui a rejeté le document qui ne peut dès lors plus faire l'objet d'exploitation à charge. Le débat au fond va se poursuivre le 7 septembre prochain lors de la prochaine audience avec les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de la défense. Polycarpe Somba, Yaoundé, RFI. RFI, il est minuit, passé de 36 minutes. Youssef Chahed, tel est le nom du nouveau Premier ministre tunisien. À tout juste 40 ans, cet ingénieur agronome de formation accède donc à la primature tunisienne. Youssef Chahed est entré en politique après le soulèvement qui a renversé le président tunisien Ben Ali en 2011. Il a été chargé par le président Essebsi de former un gouvernement d'union nationale dans un délai de 30 jours. Un gouvernement qu'il veut jeune, compétent et dans lequel les femmes seraient mieux représentées. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle ère qui nécessite des efforts, des sacrifices exceptionnels, qui nécessite du courage, de l'abnégation et des solutions extraordinaires. Nous allons commencer rapidement les consultations pour former le gouvernement d'union nationale avec l'ensemble de l'échiquier politique et les organisations nationales. Ce sera un gouvernement politique, un gouvernement de compétences nationales, sans système de quotas. Un gouvernement de jeunes, parce que nous croyons en la capacité des jeunes à changer la situation. Les femmes seront mieux représentées. Ce gouvernement va dire la vérité au peuple tunisien concernant la situation financière, économique et sociale. ستصارح الشعب التونسي منذ البداية بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية. Le tout nouveau Premier ministre tunisien Youssef Chahed a noté que ce dernier a également fait de la lutte contre le terrorisme, la corruption et le chômage ses priorités. Les forces pro-gouvernementales libyennes, aidées par des frappes américaines, consolident leur avance dans la ville de Sirte, principal bastion du groupe d'islamistes extrémistes de l'EI dans le pays. Des frappes qui devraient durer 1 mois, selon Washington, qui précise aussi officiellement pour la première fois le nombre exact d'interventions US dans la ville de Sirte. Ouda Ibrahim. 9 frappes ont eu lieu depuis 3 jours, dont 2 aujourd'hui. Elles ont visé des positions bien précises de l'État islamique à Sirte. Avec leur degré de précision, elles vont aider à anéantir des cibles entre les maisons qui sont difficiles à atteindre par nos hommes, explique Reda Issa, un porte-parole des forces qui tentent de reprendre Sirte. Le président américain Barack Obama a annoncé cette nuit que les frappes allaient durer 1 mois. Dans le même temps, le Pentagone a reconnu la présence de quelques Américains en mission de renseignement à Misrata. Ces frappes américaines sont devenues un sujet supplémentaire de discorde entre Libyens. Pour le Parlement installé à Tobrouk dans l'Est, il s'agit d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. C'est pour soutenir politiquement le Conseil présidentiel que ces frappes ont lieu et non pas pour faire la guerre à l'EI, affirme Tobrouk. Ce Parlement a adressé une invitation à l'ambassadeur américain pour venir s'expliquer devant lui suite aux frappes, mais il est fort probable que cette demande ne soit pas suivie de fait. À Benghazi, le bilan de l'attentat suicide à la voiture piégée de lundi s'alourdit. Il passe à 23 morts et 27 blessés. Un groupe islamiste proche d'Aqmi a revendiqué cet attentat. RFI, il est minuit passé de 40 minutes et même 22 heures passées de 40 minutes à Cotonou. Où le président béninois Patrice Talon était à Abuja au Nigeria hier, mardi, pour y rencontrer son homologue Muhammadu Buhari. Au programme des discussions, la lutte contre Boko Haram, mais aussi et surtout la coopération économique, sachant que l'économie du Nigeria traverse une crise liée à la chute des cours du pétrole, une crise économique qui frappe bien évidemment par conséquent de plein fouet le Bénin, le pays voisin, Laure Broulard.
Le Bénin et le Nigeria sont deux frères siamois, a déclaré Patrice Talon au terme de la rencontre, avant d'annoncer un renforcement de la coopération énergétique entre les deux pays. Une nouvelle unité de transformation du gaz devrait être bientôt finalisée au Bénin, permettant d'augmenter les importations depuis le Nigeria et d'alimenter les centrales électriques béninoises. Mouhamadou Bouhari a quant à lui insisté sur la coopération économique et annoncé des mesures pour lutter contre le trafic de marchandises venant du Bénin, mesures qui devraient permettre selon lui de favoriser l'émergence d'une industrie locale. Autant de projets qui visent à atténuer les effets de la crise économique qui frappe de plein fouet les deux voisins. Le Nigeria souffre directement de la chute du prix du baril qui a entraîné une inflation record. Elle dépassait les 16% en juin, avec des conséquences directes pour le Bénin, par où transitent la plupart des biens de consommation courante vendus au Nigeria. La rencontre entre les deux chefs d'État était donc très attendue par les commerçants béninois qui craignent que leur sucre, leur riz ou leur huile ne se vendent plus. Mais sur cette question, le ministre des Affaires étrangères béninois a assuré que les deux gouvernements étaient en coopération constante. Un mois après leur retour en Côte d'Ivoire, l'ex-ministre de la Défense du gouvernement Gbagbo, Cadet Bertin, ainsi que Kakou Brou, ancien leader de la FESI, ont pu réintégrer leur corps d'origine mercredi. Cadet Bertin réintègre ainsi l'école normale supérieure et Kakou Brou reprend du service dans l'armée ivoirienne. En Mauritanie, un procès s'est ouvert mercredi, celui de 13 militants de l'ONG anti-esclavagiste IRA. Ils sont poursuivis pour usage de violence et attaque contre le pouvoir public. Selon les autorités, ces faits se seraient déroulés au cours de l'évacuation d'habitants du Ksar, un bidonville de la capitale Nouakchott. À Sao Tomé et Principe, le président sortant Manuel Pinto da Costa refuse de participer au second tour de l'élection présidentielle prévue ce dimanche. Dans une lettre adressée au tribunal constitutionnel, Manuel Pinto da Costa dénonce des fraudes lors du premier tour et exige l'annulation pure et simple de tout le processus électoral. Fabrice Ouimo. Toutes les voix portées sur le président Pinto da Costa seront considérées comme nulles. C'est ainsi qu'a tranché le tribunal constitutionnel de Sao Tomé et Principe. Le président sortant, crédité de 24,8% des suffrages au premier tour, avait écrit à l'instance électorale pour lui signifier son intention de se retirer de ces élections présidentielles. Manuel Pinto da Costa exigeait la démission de la commission électorale après le coup de théâtre de la première phase. Le 18 juillet, Evaristo Carvalho, le candidat du parti au pouvoir, était donné vainqueur avec 50,1% des suffrages. Mais cette victoire a été annulée par la commission électorale le 22 juillet. La raison avancée pour expliquer cette annulation est le retard du vote de la diaspora et de la localité de Maria Luisa. Le score d'Evaristo Carvalho est alors passé à 49,8%, ce qui a ouvert la voie à un second tour. Evaristo Carvalho est désormais de fait, après le retrait de Pinto da Costa, le seul candidat pour le second tour. Il est soutenu par le Premier ministre Patrice Trovoada, qui est le véritable détenteur du pouvoir dans ce système semi-présidentiel. À Sao Tomé et Principe, le président arbitre, mais ne gouverne pas. Une première au Niger. Le chef de l'État, Issoufou, a répondu en direct aux questions des internautes hier, donc aujourd'hui mercredi, à la mi-journée sur Twitter. Une centaine d'interrogations ont été publiées sur le réseau social concernant principalement l'éducation, l'emploi des jeunes et la politique. Le président Mahamadou Issoufou est sur Twitter depuis janvier, mais c'est la première fois qu'il répond directement aux questions qui lui sont posées via Internet. Chloé Gandolfo. Le président du Niger tweete régulièrement, mais 2000 personnes seulement suivent son compte. Aujourd'hui, le chef d'État s'est livré à un nouvel exercice sur Twitter, répondre en direct aux questions des internautes. Le chef d'État devait s'adresser aux tweetos à partir de 12h30, mais à 11h déjà, les questions affluaient sur le réseau social avec le mot-clé PRN direct. Pourtant, le taux d'utilisation d'Internet au Niger est très faible. 1,9 Nigériens sur 100 surfent sur le web, selon un rapport de la Banque mondiale. Pendant le live tweet, une cinquantaine d'internautes actifs ont interpellé le président. Les questions qui revenaient le plus souvent concernaient la rémunération des professeurs, l'emploi des jeunes ou les soupçons de corruption. Mais au bout d'une heure de direct, le président n'avait répondu qu'à 3 questions sur l'énergie solaire, sur la lutte contre Boko Haram et sur l'état des rues de la capitale Niamey. Mahamadou Issoufou a donc prolongé l'exercice. Le live tweet a finalement duré 2 heures au lieu d'une, le temps pour le président de répondre aux questions de 12 internautes. Merci Chloé Gandolfo. Afrique Soir sur RFI. Catherine Zemmouri.
Et à suivre dans cette édition, le journal des sports avec les Jeux Olympiques de Rio et les premières rencontres de foot en équipe féminine. Le zapping aussi à propos du déguerpissement, entendez l'évacuation des vendeurs de rue dans différentes métropoles africaines. L'invité d'Afrique Soir enfin, Louis-Georges Tin, le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Il reviendra pour nous sur la demande adressée à la France par le Bénin concernant la restitution d'œuvres d'art acquises lors de la colonisation. Le gouvernement du Bénin a officiellement demandé le 27 juillet dernier à la France de restituer les œuvres d'art acquises lors de la colonisation. Depuis quelques années, le Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN, milite dans ce sens. Louis-Georges Tin est le président du CRAN. Il signe cette semaine une tribune dans le quotidien français Le Monde, appelant à accélérer les négociations en vue de la restitution de ceux qu'il considère comme des biens mal acquis. Il répond aux questions de Carole Valade. Louis-Georges Tin, bonjour. Bonjour. Il y a une semaine, les autorités du Bénin ont demandé la restitution d'œuvres acquises par la France lors de la colonisation. De quelles œuvres s'agit-il? Où se trouvent-elles? Et comment ont-elles été acquises? Il s'agit de plus de 5000 pièces qui ont été volées pendant la colonisation, lorsque la France et les armées françaises ont occupé l'ancien Dahomey, aujourd'hui le Bénin. Il y a par exemple des sceptres royaux, il y a des trônes royaux, il y a des statues anthropomorphes, des objets magnifiques. Le dernier des rois du Dahomey libre est Béhanzin. Il a été déporté vers la Martinique, puis vers l'Algérie où il est décédé. Et à ce moment-là, les autorités françaises ont pu occuper le territoire, prendre et piller tout ce qu'elles voulaient. Et c'est ainsi que ces pièces ont été acquises. Pourtant, Paris affirme que ces objets ont été acquis en toute légalité. Nous avons eu l'occasion de discuter avec Madame Le Gall, qui est la conseillère Afrique de l'Élysée, et qui effectivement, dans une lettre écrite, a affirmé que ces objets étaient acquis conformément au droit international en vigueur. Les armées françaises sont arrivées en 1892-94 et le roi Béhanzin, défait et déporté, aurait, dans un geste magnanime, cédé à la France son trésor, son trône, son sceptre royal, les statues sacrées. Enfin, on n'a jamais vu ça, vous voyez, c'est tout à fait vraisemblable. Du reste, même au Quai Branly, il est indiqué que ces objets sont issus du pillage de 1894. Le CRAN milite depuis des années pour le retour de ces œuvres en Afrique. Pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant que le gouvernement du Bénin fait une demande officielle ? Il se trouve que nous avons lancé cette campagne en décembre 2013 et entre 2013 et aujourd'hui, il y a eu 3 gouvernements successifs. Donc ça n'a pas facilité les choses et il y a aussi parfois la crainte, en faisant des demandes de ce genre, qu'on indispose la métropole. Mais le gouvernement de M. Talon a pris une direction différente. Il a assumé tout simplement les choses, estimé que ce patrimoine appartenait à son pays. La restitution des œuvres d'art acquises lors de périodes de conflit est une question qui remonte à plusieurs siècles déjà. Il y a eu dans ce sens des mesures prises par l'UNESCO, il y a eu une résolution de l'ONU, il y a eu également de nombreux précédents. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le retour de ces œuvres ? Ce qui bloque, c'est souvent la volonté politique d'un côté ou de l'autre. La question des œuvres d'art volées pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie, la Chine, la Corée du Sud. Donc en réalité, il s'agit d'une procédure relativement banale. Aujourd'hui, l'argument principal de ceux qui émettent des réserves quant à cette restitution, c'est surtout que les conditions dans beaucoup de pays africains ne sont pas propices à la conservation de ces œuvres. Dans le cas du Bénin précisément, notre confrère du Monde s'est rendu au musée d'Abomey et effectivement là, les conditions de conservation étaient plutôt déplorables. Il y a des Africains qui prennent cette question très au sérieux et c'est pour cela que nous avons des mécènes. Je peux citer M. Zinsou par exemple, qui est franco-béninois, qui s'est engagé depuis 2 ans à notre demande à sécuriser les lieux en cas de restitution. Donc le musée sera rénové bien sûr. Il s'agit de mettre ces objets recueillis dans des lieux adéquats en termes de sécurité, de conservation, de valorisation également. Donc il n'y a pas de difficulté à cet égard. Il y a en Afrique de très nombreux mécènes africains qui sont disposés à faire le nécessaire. Votre démarche, elle fait partie d'une idée plus large, on peut dire, qui concerne la réparation des dégâts causés par la colonisation.
la restitution n'est qu'une des modalités de la réparation. Ceux qui pensent que la réparation est impossible, on dit là, dans ce cas, c'est tout à fait clair, c'est tout à fait possible. Mais il y a bien d'autres sujets. Et M. Hollande, qui avait cru que la réparation était impossible, c'est ce qu'il avait dit le 10 mai 2013, eh bien, il a annoncé la mise en œuvre d'un musée de l'esclavage à Paris, la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage, autant de choses qui constituent des réparations morales et financières. Donc ça, c'est un volet parmi d'autres. Il est important, mais il faut aller encore plus loin, bien entendu. Les pays du Sud, qui ont un contentieux colonial incontestable, préfèrent finalement commercer avec d'autres partenaires. Alors, si nous voulons garder justement ces relations commerciales privilégiées avec les pays d'Afrique, par exemple, nous devons enfin entrer dans l'ère de l'égalité pour préserver ces bonnes relations. Si réparer coûte cher, ne pas réparer nous coûtera de plus en plus cher. Cette question, elle ne concerne pas que le Bénin. Est-ce que vous entamez des démarches avec d'autres pays ? Oui, nous sommes en train de travailler en ce sens et il peut y avoir après des échanges. L'idée n'est pas nécessairement de vider le musée du Quai Branly, mais il peut y avoir des échanges dans les deux sens. C'est-à-dire que des pièces africaines puissent rester en France, pourquoi pas, mais que des pièces françaises puissent aller en Afrique. Louis-Georges Tin, merci beaucoup. Je vous remercie. Louis-Georges Tin, président du CRAN, au micro de Carole Valade. À la une internationale, des frappes américaines contre la ville de Sirte en Libye. 9 bombardements ce mercredi. Les raids vont durer 1 mois, a annoncé Barack Obama. En Floride, aux États-Unis, 10 personnes ont officiellement attrapé le virus Zika. Les services de santé mettent en garde les touristes et un quartier de Miami a même été déclaré zone dangereuse. En Australie, des demandeurs d'asile sont parqués sur une île. Ils seraient maltraités selon les organisations de défense des droits de l'homme. Le gouvernement australien laisserait faire pour dissuader les migrants de venir chez eux. Et tout de suite, la page des sports avec Thomas de Saint-Léger. Thomas, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Nous sommes à 2 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. Ce sera vendredi et pourtant un tournoi a déjà débuté, celui de football féminin. 2 pays africains sont concernés. Il s'agit du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud. Les Zimbabwéennes disputent la deuxième période de leur rencontre face à l'Allemagne. Il y avait à la pause 2-0 pour les Allemandes. Un peu plus tôt, l'Afrique du Sud s'était inclinée de justesse face à la Suède, 1-0. Les Sud-Africaines ont longtemps tenu le coup avant de craquer à l'entame du dernier quart d'heure. Et puis, sachez enfin que le tournoi de football masculin débute ce jeudi avec notamment Honduras, Algérie et Brésil, Afrique du Sud. Les Jeux Olympiques, le Camerounais Hassan Dam espérait y briller. Il pourrait finalement ne pas y participer. L'ancien champion du monde est à Rio, mais il menace de partir avant le début de la compétition. Et à l'origine de ce coup de sang, le traitement infligé à son entraîneur par les dirigeants de la fédération camerounaise. Son accréditation lui a été retirée. Colère donc du quart de finaliste des Jeux d'Athènes 2004. Si la situation ne change pas, Hassan Dam quittera Rio. C'est en tout cas ce qu'il a dit à Eric Mamrut. Aujourd'hui, j'arrive à Rio avec mon entraîneur et il savait que mon entraîneur n'a pas d'accréditation. A été modifié et supprimé de l'effectif camerounais. Aujourd'hui, il est à 1h30 d'ici, il n'a pas accès à la salle d'entraînement. J'ai le moral complètement cassé et on me demande de faire des résultats avec ça. C'est carrément impossible. Mon entraîneur est prêt à partir, à rentrer sur Paris et si mon entraîneur rentre, je rentre avec lui. Je renonce aux Jeux Olympiques. Parce que vous ne pouvez pas vous entraîner sans lui? Je ne peux pas m'entraîner et je ne peux pas boxer sans lui. Forcément, c'est quelqu'un qui me suit au quotidien. Mon entraîneur me connaît mieux que quiconque. Et aujourd'hui, on me dit mon entraîneur sera dans les gradins, en train de regarder le combat comme un spectateur. Je dis non. J'ai besoin de mon entraîneur à côté de moi pour me conseiller de ce que je vais faire. Et il verra des choses que je ne verrai pas sur un ring. Donc c'est impossible carrément de faire un travail comme ça. Et s'il rentre, je retourne avec lui à Paris. Il y a du football ailleurs qu'aux Jeux Olympiques, notamment au Niger où l'AS Douane de Niamey a remporté ce mercredi sa première coupe nationale. Et ils auront attendu longtemps les douaniers, 42 éditions pour un premier trophée. Longue attente également dans cette finale, 1-0 pour l'Akokana d'Arlit. C'était encore le score à la 96e minute du match. Le moment choisi par l'international béninois Nicolas Kofi pour égaliser. Un partout score final, place à une séance de tirs au but remportée par l'AS Douane 4-3 pour le plus grand bonheur du président du club de Niamey, Alassane Rabdouna. Il est au micro d'Ousmane Keita. Vous savez, la ferveur de gagner une coupe nationale, c'est plus festif qu'un championnat. C'était un match difficile à l'entame parce que
On avait un effectif diminué. Pour tous ceux qui suivent le championnat, on a été victime de beaucoup de cartons rouges, etc. Mais on a tenu bon, on a été mené à la 8e minute, ce qui n'était pas facile de revenir jusqu'à arracher cette victoire au tour et but. Alassane Rabdouna, le président de l'AS Douane, les douaniers qui représenteront donc le Niger en Coupe de la Confédération la saison prochaine. En Europe, le Nigérian Emmanuel Emenike brille encore, mais son club de Fenerbahçe est éliminé par Monaco au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Déjà double buteur au match aller, l'ancienne internationale a récidivé en inscrivant l'unique but du champion de Turquie battu 3-1 par Monaco et donc éliminé de la Ligue des Champions. L'aventure continue en revanche pour le Marocain Nabil Dirar et les Monégasques qualifiés pour les barrages. Et puis un mot des transferts, Mohamed Salah s'engage définitivement avec l'AS Rome. L'attaquant égyptien jouait déjà à Rome l'an dernier, mais il était seulement prêté par le club anglais de Chelsea. Merci Thomas de Saint-Léger pour cette page des sports. Ainsi s'achève Afrique Soir. Rédaction en chef Bernard Najot, assistante d'édition Cécile Périllard, à la réalisation Vivien Lecuivre, ainsi que toute la rédaction et le service Afrique et tous les journalistes du service Afrique en particulier vous saluent. Je vous retrouve demain et tout de suite vous allez retrouver Nicolas Brousse pour le zapping avec ce soir la question de savoir comment faire partir les vendeurs de rue dans les grandes métropoles africaines. Restez à l'écoute de Radio France Internationale. RFI, la sélection du mois. Richard Bonnat. Prince. Between the lines, I might be kind of popular, but if you want, I'm yours. You can ask me what we're gonna do. RFI. You better shut the door. Suivez le zapping d'appels sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Et ce matin, dans Appel sur l'actualité, nous vous invitions à réagir aux opérations de déguerpissement en cours dans les métropoles africaines. Que vous inspire cette chasse au commerce informel pour rendre les villes plus belles? Zapping. Sur le fond, l'opération est plus qu'une nécessité aujourd'hui dans Bamako parce que c'est vrai que les trottoirs sont occupés par les marchands, obligeant du coup les piétons et leurs propres clients à se trouver sur la chaussée principale avec les voitures. Et ceci avec tous les risques encourus, parce qu'il y a les risques d'accident. Mais nous disons que dans la forme, le gouvernement, le district de Bamako aurait pu faire mieux, en mieux préparant l'opération notamment, et surtout en prenant des mesures d'accompagnement qui auraient évité de laisser les marchands dans la rue. Souvent, les marchandises sont étalées même sur le goudron. On ne peut même pas passer. Donc, c'est vraiment une opération à saluer. Au bout de 3 ou 4 mois, quand ils voient que l'opération est desserrée, ils viennent s'installer encore. Vraiment, il faut que Bamako ressemble à une ville. Et si tu veux agrandir ta boutique, il faut augmenter le nombre de boutiques et non occuper la rue. Il faut sensibiliser les populations pour les faire comprendre parce que ce n'est pas tout le monde qui peut percevoir la pertinence de ces actions. Donc, il faut communiquer pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Ensuite, agir et puis prendre des dispositions pour accompagner ce processus, c'est-à-dire les populations qui sont les plus vulnérables, essayer de les recaser, essayer de leur trouver d'autres endroits où ils pourront reprendre leurs petites activités. À mon avis, l'autorité de l'État doit s'asseoir dans toute l'étendue du territoire national pour faire régner de l'ordre dans un pays. Maintenant, s'il faut mettre en action sur l'opération qui consiste à déguerpir tous les citoyens qui ont illégalement occupé les lieux publics de nos différentes villes ou localités pour en faire usage du petit commerce, constitue pour la forme une violation des lois en vigueur, mais pour le fond constitue une vraie source qui génère des revenus et qui servent plusieurs familles. Moi, je dirais que c'est un mal nécessaire. Par exemple, à Ouagadougou, actuellement, il y a des opérations de déguerpissement également. Voilà, des populations qui s'installent sur des canalisations et d'eau, et en cas de grosses pluies, les populations riveraines sont envahies par l'eau. Que faut-il faire? Et demain, dans Appel sur l'actualité, réagissez au souhait de l'ONU de déployer des policiers au Burundi. Les autorités de Bujumbura s'y opposent déjà fermement. RFI Talent présente Naïsam Jalal et Rhythms of Resistance en concert.
À l'occasion du Festival Quartier d'été, retrouvez le Quintet Jazz dans les parcs et jardins de Paris pour 6 spectacles entre le 27 juillet et le 6 août. Plus d'infos sur www.quartierdété.com.